Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver après que nous ayons passé l'année 2023 et que nous soyons rentrés en plein dans l'année 2024. C'est pour cela que je vais commencer par vous présenter d'entrée de jeu mes vœux de bonheur, de prospérité, de réussite, mais surtout d'excellente santé à vous-même et ainsi qu'à votre famille et à tous vos proches. Après cela, je vais dire que nous nous retrouvons pour la première émission de Grand Angle de l'année 2024. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui va être abordé. Elle aura une certaine particularité parce que dans un premier temps, nous allons essayer de faire un rappel des grands thèmes que nous avons eu à aborder au cours de l'année 2023 et que nous tenons à suivre au cours de cette année 2024. Ensuite, nous allons faire quelques commentaires sur une directive qui a été donnée par le chef de l'État à l'occasion de son message des vœux, à savoir que l'année 2024 a été décrétée l'année de la jeunesse. Mais le sujet principal sur lequel nous allons nous pencher, c'est des commentaires et une analyse que nous allons faire à chaud. Une première, parce qu'il y en aura d'autres, sur les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 2023, puisque les résultats ont été donnés par Madame la ministre du Plan, de l'intégration régionale et de la statistique. Je suis très heureux qu'au cours de l'année 2023, que nous ayons abordé un certain nombre de problèmes. Mais beaucoup méritent que nous leur accordons une attention particulière. Parmi ces points, il y a un premier point pour lequel nous interpellons les gouvernants. C'est la violation permanente dans l'impunité des lois et règlements de la République. Cet aspect nous préoccupe, ça nous gêne parce que la Constitution, les lois, les règlements de la République doivent être considérés comme des documents sacrés que nous devons respecter à la lettre. Et dans ce cadre, nous n'avons eu de cesse de rappeler que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi. Nous constatons que cela n'est pas suivi des faits, mais il faut qu'on le sache et il faut que tout soit mis en œuvre pour que tout rentre dans l'ordre. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et comme nous parlons du Parti congolais du travail, nous enclenchons sur l'application de la loi sur les partis politiques. Et là aussi, nous tenons à rappeler, notamment au ministre chargé de suivre la vie des partis politiques, que aucun texte n'a été pris, aucune liste n'a été publiée pour les partis conformes à la loi en 2021, en 2022, en 2023. La dernière, sinon le dernier texte qui a été publié est de 2020. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut réparer, mais en tenant compte, parce que nous veillons pour ce qu'en 2024, ce texte soit publié et que la justice soit faite pour un certain nombre d'autres partis. Au-delà de ça, nous avons un sujet que nous évoquerons en second, qui nous a préoccupés. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous n'avons de cesse de rappeler aux Congolais que le changement de constitution en 2015 s'est fait dans notre pays en violation des lois et règlements de la République, particulièrement de la Constitution du 20 janvier 2002. Et c'est pour ça que nous avons aussi ajouté qu'au-delà de cette violation, nous avons violé à la fois et l'acte constitutif et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Cela nous a d'ailleurs mis en difficulté puisque lorsqu'il y a eu le sommet de la CEAC à Malabo, en Guinée équatoriale, on est revenu sur l'exigence que le Gabon devait tout mettre en œuvre pour revenir très rapidement, dans un bref délai, à l'ordre constitutionnel. Mais il faut que ceux qui le demandent, comme le Congo, prennent conscience eux-mêmes qu'ils ont un problème de retour à l'ordre constitutionnel. Le troisième point que nous tenons à épingler, qui nous a préoccupés, c'est celui des accords entre le Congo et le Rwanda, notamment les accords qui ont été signés en avril 2022. Aucun de ces accords n'a reçu de l'autorisation de ratification. Mais ces accords sont déjà mis en œuvre.
Nous tenons à vous rappeler qu'il y a eu cette affaire d'allocation de 120 000 hectares pour la culture de ricin. Il y a eu cette attribution de 11 000 hectares pour un complexe agro-pastoral. Il y a d'autres décisions, notamment concernant le complexe industriel et commercial de Maluku, tout ça. Et je dois dire aux Congolais que lors de la dernière session budgétaire, l'accord de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements, signé entre le Congo et le Rwanda en avril 2022, a été une nouvelle fois proposé pour obtenir l'autorisation de ratification. Mais une fois de plus, cela n'a pas été examiné. Et nous constatons, et ça nous conforte, dans l'idée que dans cette affaire d'accord avec le Rwanda, il y a un agenda attaché. Mais nous allons continuer de le suivre. Au-delà de ça, nous avons ce problème de cession des terres. Et nous avons assez souvent entendu parler de ce qu'on a cédé, je ne sais pas combien d'hectares, notamment à Louvakou et puis dans d'autres départements, pour un franc symbolique. Mais nous tenons à rappeler que la cession nécessite que le peuple soit consulté par voie de référendum. C'est une référence à l'article 219 de la Constitution. Nous avons un autre problème que nous allons faire ressortir, c'est la lutte contre la corruption. Nous revenons assez régulièrement là-dessus. Nous-mêmes, nous sommes assez régulièrement interpellés là-dessus, mais nous avons été très heureux de suivre la déclaration du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, déclaration qu'il a faite le 9 décembre 2023, dans laquelle il a insisté sur le fait que 30 enquêtes et investigations avaient été menées par cette institution. Elle a reçu 90 cas de dénonciation et qu'elle était prête maintenant de publier les résultats de ces enquêtes. Et elle a annoncé que suite à cette publication, il y aura saisine de la justice. Il a bien noté dans cette déclaration que le peuple congolais était préoccupé par la situation de la corruption parce que les Congolais se sont rendus compte que la société congolaise est véritablement gangrénée par ce fléau extrêmement dangereux. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption et des infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attente exprimée lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. En outre, la Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes diligentées contre des responsables administratifs et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 1023, mis en service depuis le mois d'août 2022. Le constat qui se dégage d'ailleurs au niveau des populations est que la corruption a gangréné toutes les sphères de la vie nationale et les prestations des services publics en faveur des citoyens sont réalisées sur le dos de la corruption, faisant de ces populations des victimes de ce fléau. Le disant, nous passons à un autre point qui nous préoccupe également. C'est une problématique que nous avons posée. Le Congo a besoin d'argent et de beaucoup d'argent.
Où le trouver? C'est également un débat qui est ouvert. Nous avons essayé d'esquisser quelques propositions, mais nous pensons que pour résoudre les défis que le Congo connaît actuellement, nous avons besoin de prendre à bras le corps cette réflexion pour que nous allions de l'avant. Enfin, nous terminerons sur l'exécution du programme avec le Fonds monétaire international, où le gouvernement s'est réjoui de ce qu'il y a eu 4 revues successives qui ont été déclarées satisfaisantes sans le moindre problème. Mais nous abordons le problème sous un autre angle, en attirant l'attention des Congolais sur le fait que dans ce programme qui devait être duré de 2002 à 2024, il ne reste que 2 revues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fonds monétaire n'apportera pas la solution au problème du Congo. Donc, il faut que les Congolais prennent conscience qu'ils doivent prendre leur destin en main. Le Fonds monétaire pourra nous apporter une assistance, mais le véritable problème du développement du Congo concerne les Congolais. Voilà un peu le rappel que nous faisons et nous espérons que tout au long de l'année 2024, en fonction des circonstances et des conditions du moment, nous aborderons un des thèmes qui est lié à ce sujet que vous avez dû suivre en 2023. Le deuxième problème sur lequel nous voulons faire quelques commentaires, c'est la déclaration faite par le chef de l'État lors de son message de vœux à la nation tout dernièrement, le 31 décembre 2023, avec le fait que on a déclaré la jeunesse 2024, année de la jeunesse. Il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes. Évidemment, cette déclaration amène à se poser beaucoup de questions. Première question, est-ce qu'on pourrait penser que c'est la reconnaissance d'un échec de ce que toutes les politiques qui ont été mises en œuvre depuis n'ont pas permis la résolution des Congolais? Mais il ne faut pas le prendre tellement en mal. Il faut interroger. J'ai suivi la déclaration du ministre chargé de la jeunesse sur les axes qu'il a essayé de décrire. Je dis tout simplement, lorsque nous disons que nous connaîtrons ou que la croissance en 2023 sera de 4,4%, alors qu'elle était en 2002 de 1,7%, nous nous en réjouissons. Mais c'est une croissance qui ne crée pas d'emploi. C'est une croissance qui n'améliore pas les conditions de vie des Congolais. Et c'est en cela que c'est un problème et il faut que nous avancions. Mais il y a d'autres aspects qui doivent être pris en ligne de compte. C'est le règlement du problème de la dette. Et en ça, j'ai un regard tout particulier sur la déclaration du président de la transition au Gabon, qui a déclaré dans les réalisations qu'il a faites en 4 mois, qu'il avait réglé toute la dette du Gabon. Vraiment, c'est avec beaucoup d'admiration. Et j'en parle pourquoi? Mais parce qu'avec la dette telle que nous l'avons, nous sacrifions la jeunesse, nous sacrifions les générations futures. Et il faut que nous œuvrons pour régler rapidement ce problème. Mais il y a d'autres aspects qui doivent être réglés. Les 14 000 milliards, surtout qu'à une époque, on a semblé dire qu'en fait, c'était réservé, les excédents budgétaires étaient réservés pour les générations futures. Il faut bien que l'on sache. Et quand bien même on a déclaré 2024, année de la jeunesse, il faut noter une chose. La déclaration a été faite après le vote par le Parlement du budget de l'année 2024. Comment cela sera pris en ligne de compte? Parce que je pense que la prise en compte d'une telle directive nécessite des moyens tout aussi importants. Mais je rappelle d'autres aspects qui concernent la jeunesse. Je pense déjà à la politique d'emploi, tout en sachant que la fonction publique ne peut plus résoudre ce problème. Donc, il faut qu'il y ait une politique véritablement mise en place pour permettre aux jeunes d'être dynamiques, de changer de mentalité et d'aller vers l'entrepreneuriat pour que nous réglions ces problèmes et que nous avançons. Mais je souhaite que ceux qui sont chargés de suivre cette directive sachent aussi qu'il y a un déficit de 20 000 enseignants
au niveau préscolaire, primaire, secondaire et autres, et même professionnel. Il faut que nous réglions ce problème parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que lorsqu'on veut détruire un pays, il faut commencer par détruire son éducation. Et avoir un déficit aussi important nous pose également un certain nombre de problèmes. Je pense aussi qu'on devrait penser au recrutement de ces milliers de jeunes qui sont formés dans les écoles professionnelles, mais qui après ne trouvent pas le recrutement au niveau de la fonction publique. Je crois que c'est la responsabilité de l'État de résoudre ce problème et d'avancer. Mais parlant de recrutement, je n'oublierai pas ces nombreux vacataires de l'université Marien Ngouabi qui passent plusieurs années. Et je pense qu'il est temps que l'on règle ce problème parce qu'il s'agit de régler le problème de l'éducation. Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects, qui concerne la jeunesse, moi je suis de ceux qui pensent, certains peuvent me le reprocher, que la lutte contre la corruption est un aspect suffisamment important qui concerne la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas chercher à se développer si on ne combat pas efficacement, radicalement la corruption. C'est un fléau extrêmement dangereux. C'est le cancer de l'économie. La corruption ne permet pas de lutter contre la pauvreté, ne permet pas d'aller au développement. C'est en ça qu'on doit lui accorder une attention toute particulière, parce que ça fera, selon ma vision, rentrer dans les caisses de l'État l'argent qui permettra que l'on soutienne tous ces aspects. Mais il y a d'autres aspects. Il faut qu'on oublie au Congo qu'il y a des salles de 200, 300 élèves. Ce n'est pas possible. Il faut que l'on oublie au Congo qu'il y a des salles qui sont sans table banc et que les enfants sont assis à même le sol. Donc, je souhaite maintenant qu'on a parlé de 2024, année de la jeunesse, je souhaite qu'on tienne compte de tous ces problèmes et qu'une attention particulière soit réservée aux problèmes de la jeunesse et qu'il puisse trouver au cours de cette année une véritable solution. Voilà le commentaire que je tenais à faire sur le deuxième point. Maintenant, le point principal de notre émission, c'est le recensement. La ministre du Plan chargée de la statistique a donné les résultats du cinquième recensement de la population et de l'habitat. J'ai suivi des commentaires, mais il faut rassurer les Congolais, parce qu'il y en a certains qui ont dit, pour qu'on parle du cinquième recensement, oui, il s'agit bien du cinquième. Et moi, j'en parle non pas en tant qu'homme politique, je voudrais en parler en tant que statisticien, parce que j'ai été dans les années 74, 76, j'ai été directeur général du Centre national de la statistique et des études économiques. Et à cet effet, j'ai été l'un des responsables ayant contribué à la publication des résultats du recensement de 1974. J'ai été à la préparation du recensement de 1984, parce que c'est pratiquement au moment où la préparation démarrait que j'ai quitté cette structure. Mais j'ai eu à suivre un certain nombre de choses. Donc, j'ai comme une responsabilité morale. Et au moment où on parle du recensement, le cinquième, j'interpelle les démographes pour que nous tous nous accordons une attention toute particulière à cela. La ministre a donné des chiffres, mais les chiffres sont des monstres froids. Elle a pensé que ces chiffres devraient être mis à la disposition de tout le monde, les experts internationaux, les nationaux, etc. Mais il est bon, puisqu'elle a bien dit que l'un des objectifs, c'est qu'on ait les effectifs globaux, pas circonscription administrative. Et j'indique, parce que assez souvent, la circonscription administrative au niveau de la publication a été oubliée. Mais il faut qu'on sache que la plus petite unité dans les districts, c'est le village en termes de circonscription administrative. Et au niveau des villes, des communes, on peut généralement penser à l'arrondissement. Et je crois que c'est une bonne chose. Donc déjà, ce problème qui pose souvent beaucoup de préoccupations au niveau du corps électoral, tout ça, peut être résolu, peut être abordé au moment où on parle des résultats de ce recensement. Et je rappelle un certain nombre d'indications que la ministre a données.
La population, semble-t-il, au 17 mai 2023 a été estimée et évaluée à 6 142 100, je ne dirais pas 140, mais 180, parce que en tant que statisticien, j'ai refait un peu le calcul, ce qui enlève l'ambiguïté, parce que lorsqu'on dit 140, en prenant la répartition femmes et hommes, on sent qu'il y a un déficit de 40. Mais je crois que le chiffre exact, c'est bien 6 142 180 habitants. Mais cela nous pose des problèmes. J'ai à cet effet fait un tableau. Le tableau permet aux Congolais d'avoir tous les éléments de l'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce tableau, nous avons fait figurer par département, je dis bien par département, les résultats du recensement général de la population de 1974, de 1984, de 1996, de 2007 et de 2023. Donc, vous avez toute la série. Et en statistique, dès qu'on commence à voir des séries, l'analyse commence à être intéressante, elle commence à être pertinente. Ça permet d'apprécier un certain nombre d'éléments et il faut avancer. Mais je dois dire qu'il y a un certain nombre de choses qui nous préoccupent, qu'on doit regarder de près. Mais ça, c'est l'analyse des chiffres, l'analyse des données. Et on a besoin des explications pour comprendre un certain nombre de choses. Lorsque je prends les données de 2023, qu'est-ce que je constate? Le département le plus peuplé du Congo, c'est le département du Pou, avec 394 532 habitants. Évidemment, c'est très intéressant avec les événements qu'on a connus dans le Poul, etc. Il est très intéressant de comprendre, en dépit de tout ce qui s'est passé, comment le Poul arrive en 2023 à être le département le plus peuplé. Le Poul est suivi en cela par la Bwenza, qui a pratiquement 363 850 habitants. Et après la Bwenza, et ça, c'est une préoccupation qui est apparue assez régulièrement de tout temps, la Likwala, et je vais y revenir tout à l'heure, la Likwala arrive en troisième position avec 355 570 habitants. Après, c'est le Niari qui a 334 803 habitants, mais on peut défiler et suivre un certain nombre de choses. Alors, j'ai voulu, dans le tableau que vous avez devant vous, après avoir fait la remarque qu'évidemment, les deux principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire, ont plus de 50% de notre population. Ça pose le problème de l'occupation de l'espace spatial et de l'espace. Et ensuite, ça pose le problème de l'exode rural. Et il faudrait certainement qu'on soit préoccupé pour voir comment fixer les populations dans les départements pour que tout le monde ne vide pas pour venir grossir les grandes villes et puis on va avancer. Donc, voilà d'entrée de jeu le tableau tel qu'il est présenté. Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects, nous voulons toujours, en ne parlant que du recensement de 2023, nous voulons avoir un regard sur ce qui s'est passé en 2007. En fait, en 2007, le département le plus peuplé, c'était celui de la Bwenza, avec 309 773 habitants. Le département de la Likwala avait 154 115 habitants. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une croissance très forte au niveau de la Likwala et elle aurait été beaucoup moins forte dans la Bwenza, mais ça mérite des explications parce que la Bwenza, qui avait la moitié de la population du Niari en 2007, se retrouve maintenant pratiquement à égalité avec la Bwenza. Et ça, c'est un objet de préoccupation. Mais nous avons essayé, et vous regardez le tableau, nous avons essayé de faire un certain nombre de calculs, de vous les présenter. C'est ainsi que lorsque vous prenez le Kwilu, sur la période 2007-2023, la population n'aura augmenté que de 5 407 personnes, c'est-à-dire de 5,9%. Je crois que c'est vraiment le département où il y a eu la croissance la plus faible. Ensuite, nous avons le Niari. Sa population en cette période aura augmenté de 103 592. Ça fait une croissance de 44,8. Ensuite, nous avons
L'Alekumu, c'est plutôt là où c'est plus faible. Ça n'a augmenté de 4 226, c'est-à-dire de 4,4%. La Bwenza a augmenté de 54 477, c'est-à-dire de 17,6%. Le Poul, lui, aura eu une croissance forte en termes de nombre d'habitants par rapport à 2007, de 157 937, soit une augmentation de 66,8%. Les plateaux auraient connu une augmentation de 108 830 habitants, c'est-à-dire une augmentation de 62,3%. La cuvette aura connu une augmentation de 160 555, une augmentation, elle a pratiquement doublé, c'est une augmentation de 102,9%. La population dans la cuvette aura pratiquement doublé par rapport à ce qu'elle était en 2007. La cuvette ouest, 46 000, elle a augmenté de 46 399 habitants, une augmentation, un taux de croissance de 63,6%. La Sangha a augmenté de 123 963 habitants, 123 963 habitants, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 144,6%. Elle a plus que doublé la population. La population de la Sangha a plus que doublé. La Likwala, elle, a augmenté sa population, a vu sa population augmenter de 101 455 habitants, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 130,7%. Pointe-Noire a vu sa population augmenter de 705 058 habitants, c'est-à-dire 98,5%. Brazzaville a vu sa population augmenter de 772 401, c'est-à-dire que la population a augmenté de 56,2%. Et au plan général, entre 2007 et 2023, la population aura augmenté de façon globale de 2 444 650, c'est-à-dire de 61,1%. Et c'est là qu'on a besoin d'une analyse fine, d'une analyse profonde. Vous regardez que lorsque vous prenez les départements de la partie sud du pays, vous avez vu les taux de croissance le plus élevé. Le taux de croissance le plus élevé, c'est le Poul, avec 66,8%. Et le plus bas, c'est l'Alekumu avec 4,4%. Par contre, quand vous prenez la partie septentrionale du pays, à partir des plateaux, vous avez des taux qui dépassent les 60%. Et ça, en termes d'analyse, en termes de compréhension, il faut bien que les démographes et les statisticiens se préparent à nous donner les éléments d'explication, parce que sinon, il y a des choses qu'il faut essayer de regarder de près. C'est pour ça que lorsqu'on prend, et ça, c'est également un autre objet de préoccupation qui mérite une analyse fine et des explications. Lorsqu'on prend la population dans les départements de la partie sud du pays, les 5, j'entends Kwilu, Lekumu, Nyari, Bwenza, Poul. Nous avons une population d'1 291 000 et quelques habitants. Disons, je dis 1 291 000. Et lorsqu'on prend les départements de la partie septentrionale, à savoir les plateaux, la cuvette ouest, la Sangha, la Likwala, nous avons une population sur la même période d'1 284 000. Je me dispense du reste. Ça veut dire que nous constatons, et c'est un fait qu'il faut analyser de façon sérieuse et profonde, nous constatons qu'il y a pratiquement comme égalité de la population entre la partie septentrionale et l'ensemble des départements de la partie sud. Et nous voulons un regard tout à fait particulier, parce que lorsqu'on a fait ce ratio pour les recensements de 74, pour les recensements de 84 et pour les recensements de 96, ce ratio était inférieur à 50%. 50%. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à égalité. Il faut, à mon avis, qu'il y ait des choses qui s'expliquent
qu'il y ait des choses qui soient comprises, qu'il y ait des choses que l'on peut aborder assez franchement pour que l'on puisse avancer. Mais ça mérite une attention tout à fait particulière. Évidemment, je relève un aspect que les Congolais ne doivent pas oublier. Et la ministre a bien voulu indiquer ça. C'est les effectifs globaux de la population résidente au Congo. C'est-à-dire qu'on prend en même temps et les Congolais et les étrangers. Donc, il est important parce qu'on peut avoir la tentation de penser que les 6 142 180 habitants, c'est à partir de ça qu'on va déterminer le corps électoral pour les élections. Je dis non. Il faut extraire de ce chiffre toute la population des étrangers. Et je pense que le phénomène des étrangers commence à être un phénomène qu'il faut suivre de près. C'est pour ça, comme la ministre a indiqué, que l'un des objectifs, c'est de donner les résultats globaux par rapport à les circonscriptions administratives, la plus petite étant le village. Il faut qu'on aille à la publication de ces résultats village par village et qu'on distingue les résidents et les Congolais pour qu'on sache, parce qu'il est important que nous ayons une certaine vision sur notre politique d'immigration, sur l'occupation également de l'espace, parce qu'il est fort possible également, au-delà des taux qu'on peut considérer, taux de natalité, taux de fécondité, etc., qu'il y ait des régions qui soient fortement occupées par une population étrangère, fortement étrangère, ce qui mériterait une attention toute particulière et qui nous ferait avancer et aller de l'avant. Mais je tiens, à titre comparatif, à revenir un peu sur ce que j'ai dit. Par rapport à la Bwenza, qui en 2007 avait la population la plus élevée. Et au moment où la Bwenza avait 309 373 habitants, la Likwala en avait 114 100. La Likwala a préoccupé beaucoup d'observateurs et beaucoup d'analystes en 2007. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la population de la Likwala, en 1974, elle était de 30 010. En 1984, elle est passée à 49 505. En 1996, elle est passée à 66 252. En 2007, elle est passée à 156 115. Et en 2023, à 355 570. Pour se faire une idée, il est bon d'avoir le même chiffre pour la Bwenza, qui en 2007 était censée avoir le double de la population de la Likwala. En effet, lorsqu'on regarde la population de la Bwenza, en 1974, elle est de 146 716. En 1984, elle est de 187 143. En 1996, elle est de 236 566. En 2007, elle est de 309 373 et en 2023, elle est de 363 850. Et curieusement, entre 2007 et 2023, la population de la Bwenza n'a accru que de 54 477. Et pendant le même temps, dans la Likwala, entre 2007 et 2023, la population a accru de 201 455. On peut, de façon spontanée comme ça, penser qu'il y a certainement au niveau de la Likwala, un phénomène qui peut se produire avec les événements qui se passent dans les pays environnants, qu'il y ait beaucoup de réfugiés, mais qui se sont fait recenser. Et c'est une question extrêmement importante et qu'il faut regarder et qu'il faut voir. S'agissant du pool, vous savez bien que le pool a vécu des événements suffisamment particuliers ces derniers temps. Il faut que les statisticiens, les démographes s'efforcent à nous expliquer comment la région du pôle, en dépit de tout ce qu'elle a connu dans les années passées, en dépit de ce qu'elle a connu en 2016, elle se retrouve à avoir la population
la plus forte hors Pointe-Noire et Brazzaville, qui est une population de 394 532. Cette population aura augmenté entre 2007 et 2023 de pratiquement 157 937. Donc, il y a un certain nombre d'indications qui méritent d'être expliquées. Surtout que nous arrivons à ce constat que nous faisons forcément, où on a tendance à voir que la population des 5 départements de la partie septentrionale est en train pratiquement d'égaler la population des 5 départements de la partie sud, qu'il faut reconnaître pendant très longtemps, étaient demeurés les départements les plus peuplés, notamment avec 3 départements principaux. C'est la Bouenza, c'est le Poul, c'est le Niari. Donc, grosso modo, nous avons fait l'effort de faire un tableau qui permet d'avoir les résultats de tous ces recensements département par département, ce qui est déjà quelque chose d'assez formidable. Et ensuite, nous avons ouvert une colonne où nous avons essayé de faire apparaître l'évolution du nombre d'habitants par département pour que l'on voit. Et si on regarde un certain nombre de choses, on peut dire, par exemple, que le département de l'Alekoumou est celui où la moyenne d'augmentation de la population est la plus faible. Elle est pratiquement de 264 par année. Elle est suivie par, l'Alekoumou est suivie par le Kouilou, qui a une moyenne annuelle d'accroissement de la population de près de 338. Par contre, le département qui a la moyenne d'accroissement de la population la plus forte, c'est la Bouenza, avec 12 591 par année, et suivi par le Poul, avec 9 871 habitants par année, et le Niari, avec 6 475 habitants par année, et la Bouenza arrivant bien après avec 3 404 habitants par année. Donc, nous avons des chiffres. Mais ces chiffres, et nous devons sensibiliser, interpeller la ministre chargée de la statistique, qu'il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Surtout qu'on a entendu assez souvent les Congolais déclarer que le recensement n'a pas eu lieu dans leur zone d'habitation, et c'est extrêmement préoccupant. Mais nous pensons que nous avons une base. C'est pour ça que nous ne nous sommes pas limités à la conception et à la vision donnée par Madame la ministre, qui n'a donné que les résultats de l'année 2023 au 17 mai. Nous avons tenu à mettre à la disposition des Congolais pour que, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient capables d'analyser. Il y a des choses qui méritent d'être expliquées, et nous savons tous que si on travaille sérieusement, on devrait être capable d'extirper le corps électoral à partir de ceci. Il suffit de se dire qu'il suffit de prendre les jeunes qui sont âgés aujourd'hui de 15 ans, en se disant qu'en 2026, il y aura une élection, on peut déjà avoir une bonne idée du corps électoral et se dire que cela est fiable. Mais cela n'exempte pas le fait qu'au niveau des élections, puisque c'est souvent un débat qui a lieu, mais qui n'a jamais été conclu, mais qu'il faut que les listes, tout ce qui a trait aux listes électorales, surtout au corps électoral de chaque élection, puisse être publié, et c'est l'occasion de vérifier s'il y a une adéquation entre ce qui s'est fait au niveau du recensement de la population et ce qui se fait au niveau des élections. Je crois que c'est une très bonne chose, mais cela devrait être quelque chose que nous devrions sauvegarder. Mais nous rappelons aussi à l'attention des gouvernants. Nous avons respecté la recommandation de la communauté internationale de faire le recensement tous les 10 ans, parce qu'il y en a eu un en 74 et un autre en 84. Après, il y en a eu un en 96.
il devrait avoir lieu en 94. Après celui de 96, il y en a eu en 2007. Vous voyez des écarts. Et après 2007, c'est en 2023. Il faut que l'on fasse l'effort de faire le recensement tous les 10 ans. Donc, en principe, il faudrait qu'on se batte pour qu'en 2033, il y ait un autre recensement de la population et de l'habitat qui soit fait. Donc, pour terminer, après que je vous ai présenté ces tableaux ou ce tableau pour lequel vous pouvez commenter et pour lequel chacun peut se faire une idée, nous interpellons les gouvernants, nous interpellons la ministre chargée de la statistique, que généralement, dans nos pays, on vit comme une bagarre lorsqu'il s'agit de s'accorder sur les chiffres. Les chiffres sont des monstres froids. Ils méritent d'être exploités. Ils méritent d'être analysés. Et assez souvent, lorsqu'on parle des élections, les débats partent toujours à partir de la maîtrise du corps électoral, partent à partir de la non-fiabilité des listes électorales. Et je crois, si j'en tiens à ce qui a été dit depuis longtemps, que ce recensement devrait probablement servir, si les choses sont bien analysées. Mais en l'état actuel des choses, je dois dire franchement qu'il y a des choses qui méritent d'être expliquées. Et si elles ne sont pas bien expliquées, il faut qu'on en tire les conséquences. Il faut qu'on en tire les conséquences. Il faut bien que les Congolais réalisent pourquoi la population de la cuvette aura doublé, plus que doublé en l'espace de cette période. Pourquoi la population de la Sanga aura plus que doublé en l'espace de cette période? Pourquoi la population de l'Alekwala aura plus que doublé? N'oublions pas que lorsqu'on prend les départements comme les départements du Niari, les départements du Niari abritent des grandes communes comme Dolizy, comme Mosenjo. Les départements de la Bwenza abritent des grandes communes comme Mkayi, comme Madjingu. Donc, il faut que les explications soient données et au niveau de l'explication, parce que la tendance est de chercher à comprendre pourquoi dans les départements de la partie septentrionale du pays, les augmentations, les taux de croissance sont supérieurs pratiquement à 60%. Et pourquoi dans la partie sud du pays, ces taux sont faibles? Ça mérite d'être bien compris, ça mérite d'être bien expliqué et ça mérite que nous allions de l'avant. Donc, chers compatriotes, j'ai voulu profiter de cette première émission, non seulement pour vous présenter les résultats tels que Madame Ingrid nous les a donnés, mais également faire des commentaires et mettre à la disposition des Congolais toute la série, c'est-à-dire les données par département, mais on peut les fouiller si on veut les avoir par district, si on veut les avoir par localité, tout en reconnaissant que pour des raisons très techniques, en 1996, il n'a pas été possible de faire la publication par localité, mais il est à recommander que les démographes fassent non seulement la publication par localité, et que par localité, il y ait bien la distinction entre les Congolais et les étrangers pour que nous ayons une visibilité et que nous soyons clairs là-dessus. Sur ce, chers téléspectateurs, je termine cette émission en vous renouvelant mes vœux les meilleurs pour l'année 2024 et en disant que la prochaine fois, je crois que la prochaine fois, ça sera le 13, puisque nous sommes aujourd'hui le 6, le 13, nous nous retrouverons. Et il faut que nous reprenions beaucoup de vigueur pour notre émission et qu'elle puisse se faire en nous permettant de respecter l'engagement que nous avons pris, à savoir que tous les samedis, nous devons nous retrouver pour l'émission Grand Angle et nous nous efforcerons pour trouver un thème qui va nous intéresser et qui va nous permettre d'avoir des échanges extrêmement sérieux et extrêmement intéressants. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis à bientôt et nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci et à la semaine prochaine.